On dit que l'argent n'a pas d'odeur. C'est le mensonge le plus poli de la bourgeoisie. En réalité, l'argent a l'odeur de tout ce qu'il a fallu écraser pour l'obtenir. La sueur des ouvriers, l'encre des contrats abusifs et parfois l'odeur métallique du sang séché. Mais l'argent dont on hérite, lui, sent le chrysanthème et la trahison. Je m'appelle Catherine. À 55 ans, mes mains portent les marques de 30 années passées à soigner les autres. Je suis infirmière. J'ai choisi ce métier pour échapper à la déliquescence de ma propre lignée, les Vandermeer. Dans notre province, ce nom se prononce avec une déférence qui cache une peur ancestrale. On les dit bâtisseurs, mécènes, notables. Moi, je les savais prédateurs. L'enterrement de ma tante Martha s'est déroulé sous un ciel de novembre si bas qu'on aurait pu le toucher du doigt. Le cimetière familial est un rectangle de marbre froid coincé entre les pins et la falaise. J'étais là, debout dans mon manteau de laine bouillie, me sentant terriblement étrangère parmi les soies noires et les cachemires de mes frères, Pierre et Jean. Pierre, l'aîné, ajustait ses lunettes d'écaille avec cette arrogance tranquille des hommes qui possèdent la terre. Jean, le cadet, politicien local au sourire de cire, vérifiait discrètement l'heure sur sa montre en or. Ils ne pleuraient pas Martha, ils attendaient que la terre soit jetée pour pouvoir enfin fouiller ses poches. Martha était la gardienne du manoir des Ormes, un bâtiment colossal, sombre, dont les fenêtres ressemblaient à des yeux fatigués de trop de secrets. Elle y vivait seule avec ses chats et ses fantômes. C'était la seule qui m'envoyait des lettres manuscrites à l'hôpital, la seule qui me demandait si j'étais heureuse et non si j'avais réussi. Les familles les plus respectables cachent parfois les secrets les plus sombres. Si vous sentez que l'on vous cache une vérité ou si vous avez déjà dû affronter les vôtres pour obtenir justice, abonnez-vous. Votre présence ici donne du poids à ces récits de vérité. Dites-nous en commentaire, jusqu'où iriez-vous pour protéger l'honneur de votre nom ? Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés dans l'étude de Maître Gauthier, une pièce qui sentait la cire d'abeille et le tabac froid. Mes frères étaient assis au premier rang, droits comme des juges. Le notaire a brisé le sceau de cire rouge avec une solennité presque religieuse. « À mes neveux Pierre et Jean, je lègue mes propriétés foncières, mes actifs financiers et les parts de la société Vandermeer, à parts égales, sous réserve du respect de la mémoire de notre nom. » Pierre a eu un petit hochement de tête satisfait. Jean a desserré d'un cran le col de sa chemise. Ils venaient de devenir les maîtres de la vallée. Et à ma nièce Catherine, poursuivit le notaire, marquant une pause qui fit vibrer l'air, je lègue l'unique objet qui possède une véritable valeur dans la demeure des Ormes, la petite boîte de fer noir cachée sous le plancher de ma bibliothèque, à l'emplacement précis du soleil à midi lors de l'équinoxe, ainsi que la clé de nacre que je porte au cou lors de mon dernier voyage. Un silence de mort s'est installé. Pierre s'est tourné vers moi, le regard soudainement aiguisé comme un scalpel. « Quelle boîte, a-t-il craché. Ma tante m'avait légué un mystère, et dans une famille de prédateurs, un mystère est une menace. Le manoir des Ormes n'était plus un refuge, c'était devenu une cage. Dès le premier soir, Pierre et Jean se sont installés dans le grand salon, entourés de bouteilles de cognac et de dossiers. Ils ne parlaient plus de deuil, ils parlaient de stratégie de conservation. Jean est venu me voir dans ma petite chambre d'enfance, celle qui sentait encore la craie et les vieux livres. « Catherine, soyons pragmatiques, a-t-il dit, sa voix de politicien se voulant apaisante. Tante Martha n'avait plus toute sa lucidité sur la fin. Elle a transformé un vieux souvenir en énigme de roman policier. Cette boîte de fer, c'est sans doute une babiole sentimentale. Mais au nom de l'unité familiale, il serait préférable que Pierre et moi l'ouvrions avec toi. Tu sais, pour nous assurer qu'aucun document sensible ne vienne ternir la campagne électorale qui s'annonce. » Ses yeux ne souriaient pas. J'ai serré la clé de nacre dans ma poche. Elle était froide, lisse, et me donnait une force que je ne me connaissais pas. Jean, Martha a été très précise. Cette boîte est mon héritage, pas le vôtre. Le ton a changé radicalement. Jean s'est levé, sa silhouette se découpant contre le papier peint jauni. « Ne joue pas à la plus forte, Catherine. Tu es une petite infirmière qui vit de garde de nuit. Nous sommes ceux qui font tourner cette province. Si tu nous empêches d'accéder à ce qui appartient à la lignée, nous ferons en sorte que ton testament soit contesté pour démence sénile de la part de Marpa. Tu repartiras avec rien. » Les jours suivants furent un calvaire psychologique. Ils faisaient surveiller mes allées et venues par le vieux jardinier qui leur était dévoué.
La nuit, j'entendais des bruits de pas dans la bibliothèque. Il cherchait la boîte, mais il ne comprenait rien à la poésie de Martha. L'emplacement du soleil à l'équinoxe, ce n'était pas une coordonnée géographique, c'était un jeu d'ombres que nous avions observé ensemble quand j'avais 10 ans. J'ai attendu qu'ils s'endorment, assommés par le cognac et leur propre suffisance. À 2 heures du matin, je me suis glissée dans la bibliothèque. L'odeur de poussière et de vieux cuir m'enveloppait. J'ai compté les rayons, j'ai cherché la lame de parquet qui ne sonnait pas comme les autres, et je l'ai trouvée. Elle était là, nichée dans un écrin de velours rongé par les mites, une boîte de fer forgé, lourde, noire, scellée par une serrure d'une finesse incroyable. Je l'ai glissée sous mon pull, le métal glacé me brûlant la peau. Je savais que je ne pouvais pas rester ici. J'ai pris ma vieille voiture et j'ai roulé vers la montagne, fuyant les phares imaginaires de mes frères. Je me sentais comme une voleuse, alors que je ne faisais que porter la vérité. Je me suis arrêtée dans une auberge de haute montagne, un endroit où les murs en pierre sont si épais qu'aucun cri ne peut les traverser. C'est là, à la lueur d'une simple lampe de chevet, que j'ai inséré la clé de nacre. Le déclic de la serrure fut le son le plus terrifiant de ma vie. À l'intérieur de la boîte, pas d'or, pas de diamants, juste un carnet à la couverture de moleskine noire et une liasse de photographies en noir et blanc au bord dentelé. En ouvrant le carnet, j'ai reconnu l'écriture de mon grand-père, le patriarche, le fondateur. Ce n'était pas un journal intime, c'était un livre de contes macabres. L'entrée du 14 octobre 1943 m'a glacé le sang. Transaction effectuée. Les associés ont été signalés aux autorités d'occupation. Domaine de la vallée récupéré ce matin, les titres de propriété ont été transférés à mon nom par maître V après leur départ pour les convois. Fortune sécurisée, le silence est acheté. Les pages suivantes détaillaient avec une précision chirurgicale comment la fortune Vandermeer avait été bâtie sur la dénonciation et la spoliation de familles amies, de voisins, de partenaires d'affaires juifs dont seul crime était de posséder ce que mon grand-père convoitait. Les photos montraient ces familles, des enfants souriant devant des maisons que je reconnaissais aujourd'hui comme étant nos propriétés. Martha avait passé sa vie à collectionner ces preuves, non pour les détruire, mais pour porter le poids de cette infamie. Elle avait utilisé ses revenus personnels pour indemniser, sous couvert d'anonymat, les quelques survivants qu'elle avait réussi à retrouver. Mais le pire était à la fin du carnet. Une note de Martha, datée d'il y a 3 mois. Pierre et Jean ont découvert le carnet l'année dernière. Ils ont utilisé les fonds de réserve pour faire taire les derniers héritiers qui menaçaient de parler. Ils ne réparent pas le mal, ils le pérennisent par la corruption. Catherine, toi seule as les mains assez propres pour briser ce cycle. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message de Pierre. On sait que tu as la boîte. Si un seul mot de ce qu'il contient sort de cette chambre, nous dirons que tu l'as falsifié pour nous extorquer de l'argent. Réfléchis bien, petite sœur. On ne détruit pas un empire pour quelques vieux papiers. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une douche glacée. J'ai revêtu ma robe la plus sobre et je suis retournée dans la vallée. Pas au manoir, mais à l'hôtel de ville, là où se tenait le gala annuel de la Fondation Vandermeer. Le moment où la famille affichait sa générosité devant les caméras et les notables. Je suis entrée dans la grande salle de réception. Les lustres en cristal projetaient des éclats de lumière sur les coupes de champagne. Pierre et Jean étaient sur l'estrade, discourant sur le devoir de transmission et les valeurs de notre lignée. En m'apercevant au fond de la salle, Jean a marqué un temps d'arrêt. Sa mâchoire s'est contractée. Pierre a fait signe à 2 agents de sécurité de s'approcher de moi. Je ne leur ai pas laissé le temps d'agir. Je ne suis pas montée sur scène. Je suis allée vers le pupitre de presse, là où les journalistes locaux et les invités d'honneur se pressaient. J'ai posé le carnet noir sous la lumière des projecteurs. Ma tante Martha m'a légué une boîte et je dis, ma voix étant amplifiée par les micros que je n'avais même pas eu besoin d'allumer. Elle disait que c'était la seule chose de valeur chez nous. Elle avait raison, car la vérité n'a pas de prix. Pierre s'est précipité vers moi, le visage déformé par une rage contenue. « Catherine, arrête tes bêtises, tu es fatiguée, le deuil te fait délirer. Regarde les photos, Pierre !» ai-je crié en les jetant sur la table, devant les yeux ébahis du préfet et de l'évêque. « Regarde les noms de ceux que notre grand-père a vendus pour construire ce château où vous trônez. Regarde les mandats que Jean a versés l'année dernière pour acheter le silence des descendants. » Le silence qui a suivi fut d'une violence inouïe. Le prestige des Vandermeer s'est évaporé en quelques secondes, comme un château de cartes soufflé par un ouragan.
Jean a essayé de rire, un rire nerveux, sec, mais personne ne l'accompagnait. J'ai vu mes frères se ratatiner sous le poids de la réalité. Ils n'étaient plus des géants, ils étaient les héritiers de la honte, démasqués par une petite infirmière qui n'avait pour elle que la mémoire d'une tante excentrique. La chute fut totale. Les actifs furent gelés, les enquêtes se multiplièrent. Pierre et Jean, incapables de supporter le regard des autres, finirent par vendre ce qu'il restait de l'Empire pour payer les amendes et les réparations aux familles spoliées. Ils sont partis vivre ailleurs, dans l'anonymat des villes où le nom Vandermeer ne signifie plus rien. Le manoir des Ormes n'est plus un mausolée. J'en ai fait une fondation, une vraie cette fois, dédiée à la recherche historique et à l'aide aux victimes d'injustice. Je vis toujours dans ma petite maison, je fais toujours mes gardes de nuit à l'hôpital, mais je ne marche plus sur la pointe des pieds. L'argent de Martha a servi à nettoyer le nom que mon grand-père avait sali. Parfois, le soir, je m'assois dans le jardin des Ormes. L'odeur de chrysanthème a disparu. Il reste l'odeur de la terre fraîche, celle que l'on cultive sans peur et sans mensonge. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. C'est vrai quand il n'est plus un secret. La vérité est un héritage exigeant, mais c'est le seul qui permette de dormir en paix. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les ténèbres des Vandermeer. Mais que se passe-t-il quand le secret ne concerne pas une famille entière, mais un seul homme, dont le passé ressurgit à travers une simple photo trouvée dans le grenier de sa jeune épouse? Dans notre prochain récit, nous découvrirons l'histoire de Marc. Il pensait avoir épousé l'innocence même, jusqu'au jour où il a compris que sa femme n'était pas celle qu'elle prétendait être. Une vérité qui allait transformer son paradis en un enfer de doute. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche pour découvrir cette nouvelle énigme.